dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois. Mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Et oui, jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Lucie Bacon ce soir et Pierre Rondeau qui nous rejoint. Salut Pierre. Bonsoir. Un bouquin, le foot va-t-il exploser? Plaidoyer pour une régulation du système économique du football. Je montre le livre. C'est pas très épais, ça se lit très rapidement. C'est efficace. Et Pierre, on va en parler dans quelques instants. Radio. Merci à les collecteurs. Je pense qu'on la reverra. C'était juste pour te la montrer. Deux, trois petites infos. Je me suis souvenu qu'effectivement elle était. Commission de discipline ce soir, ça vient de tomber avant qu'on parle économie. Coutadeur, 7 matchs de suspension ferme pour l'Ajaxien. Quand même. Son collègue, qui a pris un rouge également, la Sebaini, a pris lui 2 matchs. Sainati a pris 2 matchs. Mateta, lui, a pris un match. Oui, un match pour lui, 3 pour Bain qui avait, rappelez-vous, pris le bras de l'arbitre. Et puis le cas Pantaloni a été mis en délibéré, donc je pense qu'il va prendre cher Pantaloni pour être rentré sur le terrain. Ouais. Donc pour l'instant on ne sait pas. Voilà. Sinon, 2-3 petites infos juste. Rolando, rupture du tendon d'Achille. Soulignons quand même. Rupture du tendon. Ouais. C'est marrant parce qu'on a vu celle de Koscielny qui s'est écroulée en pleurs et tout. Puis Rolando, lui, il est sorti en checkant avec le gars. Peut-être pas le même rapport à la douleur. En tout cas, rupture du tendon d'Achille. Il est en fin de contrat en juin. Et là, l'OM réfléchit sérieusement, vu qu'il va pas pouvoir jouer au foot pendant 6 mois, à le prolonger 1 an. Ce qui je trouve assez classe finalement, parce qu'il pourrait dire on s'en fout, t'es en fin de contrat, tu te démerdes. Et là, il va falloir qu'il recrute défenseur central. Hein. Et là, Abdenour, je pense que. Rolando, il ne joue pas avant 2019. Hein. Rolando, hop, donc l'OM va devoir prendre à moins qu'il considère que Camara peut jouer ou que Gustavo recule définitivement. Doria, il revient pas. Qui ça? Doria. Qui est Doria? De près, non? Ah oui. Doria était en prêt? Pas de nouvelles. Non, je crois qu'il était vendu, Doria. Il était vendu, Doria. Oui, ils avaient fait une liquidation des stocks avec lui, non? Et puis des nouvelles de Ronaldinho pour vous donner ses dernières aventures. Ah oui, c'est drôle. Il va se marier avec 2 femmes différentes le même jour. Donc là, dans les semaines qui viennent. Mais attends, parce que lui, ça, c'est un génie jusqu'au bout. Mais attends, on n'est pas sûr que jusqu'au bout, c'est un génie. Est-ce que tu es sûr que franchement, est-ce que tu es sûr que la loi l'autorise? Oui. Alors je vous le raconte. Pas sûr. Et lui, il l'a fait. On a tous rêvé. Dossier complet sur rmcsport.fr. En fait, il était avec Priscilla depuis 2012, puis il a rencontré Béatrice. Voilà. Et il s'est dit, mais pourquoi choisir? Bah bien sûr. Donc Priscilla et Béatrice se sont rencontrés et il va se marier avec les deux. Il a dit, voilà, il n'y aura pas de différence. Même bague même cadeau. Ils dorment tous dans le même lit. Alors au Brésil, il ne pourra pas se marier religieusement. Mais au Brésil, il y a ce qu'on appelle l'union polyaffective qui lui permet de le faire. Voilà. On va lui remettre un ballon d'or. Donc c'est pas un vrai mariage. On va lui remettre un ballon d'or. mariage, il peut pas. C'est un statut particulier. Voilà, une union polyaffective. La polygamie n'existe pas dans tous les pays. C'est d'ailleurs minoritaire dans le monde quand même. Quel génie. Voilà, c'est les dernières aventures de ça te plaît ça? Bah magicien. Bah, si ça te plaît. Un magicien du dribble. Parle-en à ta femme, ça te la beauté, non? Avec elle. Moi je l'ai fait, mais à des périodes différentes. Tu vois. Donc c'est pas. Bon. On va revenir sur un sujet un peu plus terre à terre. Voilà, Là, ouais. Pierre, tu te rends compte qu'avec toi on rigole jamais? Mais ouais, je suis désolé. Fais quelque chose. Moi, je vais venir faire un peu drôle. Sur des plans cul, maintenant on a Pierre. Je veux pas faire un truc le business, mais La du cul. transition est géniale, bien sûr. Business, mais du cul. Bon, allez. Pierre Rondeau, économiste du sport. Alors, ton petit bouquin, Le foot va-t-il exploser? Bon, évidemment, quand tu poses la question, c'est qu'il y a une partie de la réponse à l'intérieur. C'est que toi, tu prévois qu'il y ait un de ces 4 où la bulle pourrait bien exploser. Pourrait bien, attention, je mais ça veux fait pas... quand même quelques années qu'on nous le dit, mon petit Pierre. Bien sûr, non, mais là-dessus, je suis entièrement d'accord et je voudrais pas jouer les eaux de mauvais augure et dire que ça va arriver, ça va exploser et ça va être la fin du monde. Ça va, comme qui disait ça va péter. Ça va péter. C'était qui au Guignol, le personnage? Allez, aide-moi, tu sais, Gilbert, bien sûr. Non, on va te dire. Ça va péter, ça va péter. Mais non, un syndicaliste là. Ça me plaît. Bon, c'est pas grave, pardon Pierre. Arlette Laguier? Non. Martinez? Mais non, mais Martinez, à l'époque des Guignols, il n'existait pas. Je te signale que les Guignols, ça existe toujours. Hein. Ouais. Même si on ne regarde plus. Ah non, je savais pas que ça existait encore. Mais à l'époque, on regardait, je veux dire.
Bon, c'est pas grave. À l'époque, c'était drôle. Barré si tu perds Ah, la Bon, tête. bref, alors vas-y, Pierre. Non, alors c'est dire simplement qu'il y a un risque. Je ne dis pas que ça va arriver, j'ai pas envie que ça arrive, justement. J'ai pu être taxé à droite à gauche de quelqu'un qui, espèce de gauchiste, qui allait annoncer la fin du foot. Ah. Moi, ce que C'est je sûr veux que dire. c'est pas un compliment, gauchiste. Ouais. Enfin, Je ça va, demande vous allez vous certaines calmer. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que. Jérôme comme est un il y a- gauchiste, par Il y a exemple. des risques. Exactement, un pur gauchiste. Donc, c'est pas une insulte. Donc, comme il y a des risques que ça puisse imploser, en tout cas, qu'il y a des prémices de tensions qui peuvent exister sur le marché du football, sur le secteur économique du football, nous, ce qu'on a voulu mettre en place avec mon co-auteur Richard Bouygues, c'est des solutions non pas pour contraindre, transformer, Rien à voir avec bouleverser Francis, le hein, football. ton collègue. Rien à voir. Ah non, Rien ça à se voir. fait pas pareil en plus. Non. Donc, non pas pour contrôler ou planifier le marché footballistique, mais pour le réguler. En gros, pour corriger les défaillances qu'a créé le football Alors, quelles sont vos professionnel. propositions? Il y a plein de choses qu'on détaille dans le livre, notamment au-delà du cadre risque d'implosion lié à la dette sportive, lié aux droits TV qui augmentent et autres. On met aussi en avant, par exemple, les inégalités très importantes dans le football, la précarité aussi très importante dans le football, le manque de moyens pour la reconversion des joueurs, le manque de soutien physique et psychologique pour les joueurs. On montre qu'il y a un taux de dépression extrêmement élevé dans le milieu. Au-delà donc du cadre vraiment économique. Taux de chômage moyen dans le foot français, 15%. C'est ce que. Taux de dépression moyen dans le football international, 38%. La moyenne mondiale, c'est 13%. Des joueurs ou après carrière? Alors, d'après la FIFPro, 38% des joueurs connaissent ou vont connaître une période de grande dépression. Ah, c'est intéressant, ça. Enfin, c'est intéressant. triste C'est-à-dire, aussi. c'est C'est triste. intéressant à savoir, parce que c'est pas quelque chose qui. Ah, comme ça, de voilà, prime abord. c'est aussi un tabou qui fait partie du football, de croire que les footballeurs n'ont pas à déprimer et n'ont pas à pleurer de leur situation, de leur statut. Ça va toi, Jérôme? Pour l'instant, ça va. Par moments, c'est difficile avec Daniel, mais ça va. Mais c'est Daniel, le responsable. C'est pas le football. Là. Donc il y a ce niveau de dépression, il y a aussi tu l'as dit, le taux de chômage. Il y a aussi les très fortes inégalités qui existent dans le domaine. Quand tu sais que 45% des joueurs de foot sur Terre, un peu en France, mais 45% des joueurs de foot, d'après la FIFPro, gagnent moins de 1 000 $ par mois. Alors qu'on a tous en tête les salaires des Neymar, des Mbappé et autres. Il y a aussi de très nombreux footballeurs qui gagnent très mal leur vie. Il y a là un taux de reconversion qui est assez catastrophique. On met en avant qu'entre 20 et 40% des joueurs de foot sont ruinés 5 ans après leur carrière. Donc on est très loin de l'image idyllique des rentiers milliardaires après leur carrière. Il y en a, heureusement qu'il y en a, mais c'est pas le cas pour la majorité. Donc au-delà du cadre vraiment économique, macroéconomique sur la bulle qui va exploser, ce qu'on met aussi en avant dans le bouquin, c'est la situation précaire et précarisante des footballeurs. C'est pas, nous vraiment, on voulait sortir, parce qu'en gros, c'est ce qu'on dit dans l'introduction, quand on l'a écrit, quand on a commencé à l'écrire, c'était après Neymar. C'était après Neymar au PSG, je me souviens dans la presse, tout le monde était là, les footballeurs sont trop payés, c'est des espèces de racailles milliardaires en short qui font que taper dans un ballon. Il y avait un mépris qu'il y avait sur les footballeurs en disant que c'est que des gens milliardaires. À chaque fois qu'il y a un gros transfert. À chaque fois, on va dire, voilà. D'un coup, des tonnes d'oseille, ça va sur tout le monde. Exactement. On disait, voilà, à chaque fois, les footballeurs, c'est tous des milliardaires débiles, pour faire simple. Et ce qu'on a voulu Nous, faire. on a pris Jérôme pour prouver que c'était pas vrai. Exactement. Alors, malheureusement, je t'ai pas cité, mais j'aurais pu. J'aurais dû. Dans les milliardaires débiles? J'aurais dû, excuse-moi. Je suis un peu dans tous les secteurs. Et en gros, l'idée, c'est qu'on voulait rétablir une certaine forme de réalité. On voulait dire que le football, ce n'est pas essentiellement les Neymar, les Mbappé, les Messi, les Ronaldo payés plusieurs millions d'euros ce sont par mois. les arbres qui cachent la forêt. Exactement, la très grosse majorité. On le cite dans le livre, et moi, il y a un chiffre qui je trouve hallucinant. En Ligue 1, les 10% les plus riches de Ligue 1 s'accaparent 48% de l'ensemble des salaires. Ouais. C'est-à-dire que 90% des joueurs de Ligue 1 ne touchent que la moitié de l'ensemble des salaires. Donc il y a des inégalités extrêmement importantes. Alors au-delà de ces constats qui sont très intéressants, si on prend le premier dossier qui est celui de la fameuse bulle spéculative, en tout cas de la crainte que ça explose parce qu'il y a visiblement pas assez de régulation. On en est où? Parce que finalement on lit ces jours-ci que à nouveau, il y a volonté de durcir le fair play financier. Est-ce que tout ça, ça va pas dans le bon sens? Et donc, finalement, ça pourrait te réconforter par rapport aux craintes que tu as? Totalement, je suis même très satisfait. Je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure en amont de l'émission, mais c'est tombé aujourd'hui que le comité exécutif de l'UEFA a validé la nouvelle version du fair play financier et où il y a un renforcement. Tu peux expliquer? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de ça, tout le monde a peur. Parce qu'on dit... Alors tiens, d'ailleurs, on aurait dû commencer par là. Parce que c'est vrai que souvent,
on a peur, on dit ouais, quand on parle trop de ce genre de choses-là, les gens comprennent pas tout. Alors que je trouve que les gens, alors c'est toujours difficile de dire les gens, c'est pas bien, mais qu'il y a un intérêt qui est de plus en plus grand pour les questions de business autour du foot. D'ailleurs, t'es pas le seul là, mais ce mois-ci, je crois qu'il y a 4 bouquins sur ça qui sortent. Je sais pas si vous mettez d'accord. On se connaît mutuellement, mais on s'est pas mis d'accord pour l'écrire. C'est incroyable. Donc ça veut dire qu'il y a un réel intérêt pour le business. D'ailleurs, toutes les brèves ou les articles sur le fair play financier, est-ce qu'ils vont être sanctionnés? On a beaucoup parlé du PSG, mais l'OM a dû également se défendre sur cette question-là. Donc, ce sont des vraies questions. Donc, n'ayons pas peur en disant est-ce que ça intéresse les gens, ils vont nous lâcher parce que c'est compliqué. Essaye de nous expliquer. L'intérêt, ce qui est vraiment super intéressant à ce niveau-là, au niveau du fair play financier, c'est que ça part d'une volonté de l'Europe et de la Commission européenne d'avoir demandé à l'UEFA d'imposer une régulation des finances des clubs de football. Alors c'est quoi là le fait de durcir donc le nouveau fair play financier, ce fair play financier 2.0. Moi, j'ai retenu 4 points importants à l'écoute et à la lecture de la conférence de presse. Déjà, la volonté de transparence. Avant le fair play financier, c'était a posteriori les sanctions. C'était 1 an après le début du mercato. Tu pouvais entamer des sanctions contre le club et contre son mercato. Il a trop dépensé. Mais de l'année d'avant, de l'année T-1 si tu veux. Là, en gros, c'est le PSG qui va peut-être avoir des sanctions pour son mercato de l'été dernier. C'est 1 an après. Là, le nouveau fair play financier a la volonté de pouvoir vraiment sanctionner en temps réel. En temps réel. Genre, mais quoi? C'est-à-dire comment ils interviennent pour dire vous dépensez trop là. Les clubs, on va avoir l'obligation de mettre en ligne l'ensemble de leurs comptes. Ce qui fait qu'on aura à l'instant T, en direct, de manière instantanée. Ça, c'est très positif, ça. Mais entièrement. Et il paraît qu'on va même pouvoir aller regarder les commissions des agents. Il y aura ça aussi. On verra les commissions des agents. On verra les dépenses directes. Mais oui, totalement. On va savoir les commissions. Donc on pourra sanctionner en temps réel. C'est le pizzaiolo, on va savoir les coms qu'ils prennent. On saura. Alors drôle, après, ça, non? Et donc, il se régale d'avance. C'est drôle. Et donc, il faudra qu'en temps réel, ce soit équilibré, où il y a 3 mois pour réguler. Ensuite, il y a aussi la question du rééquilibre. Donc en temps réel, on connaît déjà le fair play financier. Vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez gagné, avec une autorisation de 30 millions de déficit sur 3 ans si le projet sportif est justifié. Ça, c'est maintenu. Le troisième point qui, à mon sens, me semble le plus intéressant, c'est un plafonnement du déficit entre les achats de joueurs et les dépenses de joueurs de 100 millions d'euros. C'est-à-dire que tu peux dépenser beaucoup d'argent, et tu peux pas dépenser plus de 100 millions d'euros d'argent si tu n'as pas vendu à côté. Il faut que tu vendes à côté avant de pouvoir dépenser 100 millions d'euros. Donc là, par exemple, avec ça, le PSG ne pourra pas dépenser 222 millions d'euros pour Neymar. Oui, exactement. Ou alors aura l'obligation de vendre pour 222 la plus barrière. 180 d'Mbappé. Exactement, pour pouvoir récupérer la barrière des 100 millions d'euros. Et le quatrième point qui, moi, me semble le plus intéressant, le plus important, qui apparaît vraiment en fin de conférence de presse, c'est l'annonce de l'UEFA de renégocier directement auprès de la Commission européenne et de l'Union européenne l'arrêt Bosman. Ah ouais. Une demande de négociation pour éviter la fuite des joueurs locaux, nationaux vers les pays étrangers. Alors non pas le rétablissement des quotas, mais en tout cas une rediscussion des modalités de l'arrêt Bosman. Et ça me semble très intéressant. Ça fait quand même d'un coup plusieurs volontés de régulation qui sont claires et nettes. Là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils font ça suite... Alors là, on parle plus du tout du bouquin, mais c'est très intéressant. Ils font ça suite à la volonté de la FIFA de créer la Coupe du Monde des clubs. L'UEFA a très mal pris que la FIFA se mette devant eux et crée une compétition alternative avec des clubs qui rapporterait plus d'argent que la Ligue des Champions. La dotation pour les clubs en Coupe du Monde, ça serait 1,9 milliard pour 12 clubs européens. La dotation pour la Ligue des Champions, c'est 1,3 milliard pour 32 clubs européens. Oui, parce que il y a un gros investisseur privé qui prélève beaucoup d'argent sur cette compète. Donc l'UEFA aussi, partant de là, a voulu finalement se dire il faut que je puisse rétablir une certaine équité sportive et intensité compétitive pour établir une forme de suspense dans les compétitions européennes. C'est pratiquement une sorte d'autorégulation finalement. Le milieu s'autorégule. Bien sûr, mais ils ont très bien compris que le risque, et c'est ce que je dis dans le bouquin. Dès que ça a débordé et il y a eu intervention et mise en place du fair play financier, la FIFA veut marcher sur les plates-bandes de l'UEFA réagit. C'est plutôt sain ça. C'est très sain et c'est même très intelligent de leur part. Ils ont très bien compris que le risque, si on laisse faire une espèce de dérégulation totale et absolue, on aboutisse à ces cas de figure de précarité, de défaillance, d'inégalité et de risque d'implosion. Donc ils ont parfaitement compris la nécessité de s'autoréguler. Ça va pas péter alors. Mais moi, depuis aujourd'hui, non. Non, mais alors, messieurs Rondeau et Riolo, là, vous qui n'aimez pas les gauchistes, vous êtes pour la régulation. Moi, j'adore les gauchistes. Non, mais lui, oui.
C'est pour ça que je le chambrais. Vous êtes un peu schizophrène quand même, les enfants. Je le chambrais. Ah d'accord, voyons. très bien. Et ça rentre en Tu bossais à la mairie, hein, à la mairie de Paris, J'ai bossé directement pour la campagne du Benoît Hamon. Oh là là là, tu te rends compte? Ah oui. Ah oui. Quand même. Ah oui. Daniel, tu l'as serré la main? C'est un ami, Pierre. Faut toujours. Ça a bien fonctionné. Je ne regarde pas ce genre de choses, moi, tu sais. Pareil, hein. On a eu un beau Ça a succès. bien fonctionné. Un beau succès, une belle réussite. Ouais, une super réussite. Mais alors Pierre, Il faut renouveler à C'est l'expérience. vrai, on n'a pas beaucoup parlé. J'ai apporté Oui. mais alors, est-ce que tel Jacques Attali à la grande époque, tu as des propositions concrètes à faire au monde du football pour justement éviter les dérives? Jacques Attali, si quelqu'un se souvient d'une de ses propositions qui a fonctionné. Ah si, les taxis, vous voulez déréguler les taxis? Tu te rappelles? Qui a fonctionné. Ça avait beaucoup plu. Bah oui. C'est vrai. Bon bref, revenons au foot. Alors, c'est ce qui avait mis en place, en tout cas, où les négociations ont commencé à être entamées avec le nouveau fair play financier. Nous, on réfléchit au rétablissement des quotas nationaux, le 5+6, le fameux 5+6 de Blatter, avec l'obligation d'avoir au moins 6 joueurs formés soit localement, soit à l'échelle du pays, mais en tout cas protéger les joueurs nationaux. Une idée qu'on aime. Une idée qu'on adore. On a alors la fameuse qui est connue, mais aujourd'hui, enfin connue ou pas, je sais pas, mais en tout cas qui a beaucoup fait parler d'elle l'été dernier, c'est la contribution Coubertin-Tobin. La contribution Coubertin-Tobin, donc la fusion de Coubertin, Pierre de Coubertin et James Tobin, qui est un économiste, c'est une taxation sur l'ensemble des transferts internationaux. Alors c'est du Ruffin un petit peu, mais à échelle mondiale. Et c'est pas du 5-15% à la Ruffin, c'est du 1%. Bah alors à quoi servirait cette taxe? Alors c'est pour... Je crois que tu allais dire à quoi sert François Ruffin. J'aurais pu se poser la question. Ouais. À quoi servirait cette taxe? Alors à la fois, donc J'aime on beaucoup met à le la foot, fois cette François Ruffin. contribution Coubertin-Tobin et je vais le dire, et ce que j'appelle aussi la taxe sur le luxe avec un salarié cap souple. Donc c'est-à-dire avec un plafond symbolique, mais dès lors qu'on le dépasse, on paierait une taxe sur le salaire dépassé. Et donc ces deux Comme au choses-là. Monopoly, taxe de luxe. Exact. Entre Champs-Élysées et rue de la Paix, la taxe de luxe. Et ces deux choses-là permettraient d'abonder un fonds de développement et un fonds de soutien pour la protection des sportifs et des sportives, pour leur aide à la reconversion, leur aide à la formation, l'aide au football amateur et au sport amateur. Tout ça, c'est très bien. Ce sont de bonnes mesures. Bien sûr. On aime ce genre de propositions. Mm. Ouais. Non, mais c'est bien que le foot qui est Oui, quand enfin, même... sauf que c'est un peu utopique, excusez-moi. Je veux dire, c'est. Alors, ok, très bien. Bah, Enfin, utopique, les non, clubs, parce ils vont que- te dire, ok, allez, t'es gentil avec tes propositions. Non, mais c'est aussi Mais, du bon sens. Il faut aussi, à mon sens, au-delà du cadre des footballeurs. Qui peut décider des choses comme ça? C'est la FIFA. Alors à ce niveau-là, donc c'est vrai que politiquement on nous a posé des questions, mais attendez, à échelle française ça marchera jamais. Il faut au moins une action européenne, voire mondiale. Il y a déjà, alors là, on parle un peu de politique, mais il y a déjà des volontés politiques pour les élections européennes de 2019. Donc il y a déjà des choses concrètes qui pourront être proposées pour 2019. Mais c'est marrant l'élection parce que, européenne. bon, toi, t'as bossé un peu dans le monde politique. Les politiques, quand ils parlent de foot, c'est toujours pour essayer de surtaxer Mais là, c'est pas une le taxation. revenu. Attention, là, Là, c'est- oui, non, mais j'ai bien compris. Là, toi, tu apportes des propositions qui sont différentes, puisqu'ils vont dans une logique de protection du footballeur. Ça, dans le milieu politique, excuse-moi, mais je ne crois pas avoir entendu ça au préalable. Et là, c'est une nouveauté. On est là pour représenter Pierre. la nouvelle génération, le nouveau monde. Bravo, Notre Pierre. nouveau monde. hein, mais- Voilà. On n'a pas une idée de taxe à 75%. Non, genre de mais trucs vraiment, qui ont c'est failli pas ça. flinguer, Oui. On est Ouais, même pas aussi trop. pour l'harmonisation fiscale, si tu veux. On est même aussi, on le dit dans le livre, on est pour que tous les pays d'Europe, s'ils se font concurrence entre eux, payent le même taux d'imposition. C'est pas normal que derrière, tu Ça, aies c'est le grand combat de Cayazo. Mais c'est aussi mon grand combat. C'est pas normal Oui, ça, qu'à après, l'échelle ça, européenne. après, je rejoins ce que disait Gilbert tout à l'heure. Ça va quand même, pour l'instant, ça semble utopique d'aller mettre d'accord les. Ça semble totalement utopique, bien sûr. C'est même pas utopique, c'est impossible d'aller mettre tous les pays d'accord pour une taxation équivalente. Ça, j'y crois pas trop. En revanche, tout ce qui est le contrôle par le biais du fair play financier, tout ça, ça je trouve que c'est plutôt faisable et très intéressant. Alors, il y a quand même la luxury tax, là. La taxe sur le luxe, donc Bah, la c'est taxe de luxe dont on a parlé. Là. en gros, si tu veux, on considère que Avant si le la salaire paix. moyen en Ligue 1, c'est 46 000 euros par mois, serait-il normal qu'un joueur de foot soit payé 10 fois plus ? Ça peut être normal, ça peut être justifié économiquement, mais on dit simplement qu'à partir de 460 000 euros par mois, dès lors que tu payes un joueur plus cher, tu paieras une taxe au prorata de cette différence. Donc s'il paye 470 000 euros, il paiera une taxe de 10 000 euros, enfin sur 10 000 euros. Le salary cap, c'est aussi un serpent de mer. On en parle Non, depuis. ça ne peut voir. On en parle depuis des années. Et au que final, si tu as une compétition complètement homogène fermée. Si tu, alors Sinon, tu peux peux pas. tendre vers Ça, ça, c'est une le super vieux ligue truc, européenne, vers une ligue inutile, fermée, mais ça, tu peux pas ça. alors, c'est ce qu'on dit à la fin, et c'est pour ça qu'on n'est pas du tout des gens qui voulaient imposer des choses et dire que si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez forcément tort. On est là pour le débat. On avait d'ailleurs créé pour le livre un observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès, et on est là pour...
émet des propositions. Elles peuvent être justes, elles peuvent être mauvaises, on est là pour débattre. Et c'est vrai qu'au fil du temps, je me mets moi aussi évolué, et c'est vrai que j'ai conscience, comme toi Daniel, que le salarié cap à échelle européenne tel que c'est fait aujourd'hui serait un peu inapplicable. Donc il faut aussi réfléchir à autre chose. Et les cahiers du foot avec qui on a travaillé, eux aussi ont émis des propositions, d'autres personnes ont émis des propositions, et nous ce qu'on voulait avec ce bouquin et avec la suite du débat, c'est qu'il y a vraiment des réflexions. On ne cherche pas du tout de manière très sectaire à imposer, c'est ça et c'est la seule voie possible. On est vraiment pour débattre. Alors, est-ce que vous êtes entendu ailleurs qu'ici dans l'after? Je veux dire, est-ce que demain il y a possibilité de voir la Ligue, la Fédé, le ministère des Sports, la FIFA, l'UEFA? Pour vous mettre dans la confidence, parce que je sais qu'on est entre nous actuellement, l'UNFP a reçu le livre et l'a apprécié. Des gens à l'UEFA que je connaissais d'avant, qui ont travaillé avec le président de la République de l'époque, François Hollande, ont reçu le bouquin et l'ont apprécié. Donc, et politiquement... Ça, c'est plus vraiment utile. Ça. Ouais. Bah si, parce que maintenant ils sont ailleurs. C'est vrai. Ouais, mais maintenant ils sont plus vraiment dans le domaine. Ouais. Parce qu'elle est pragmatique, cette fois-ci, t'as vu ça un peu quand même. Mais en tout cas, voilà, il y a au-delà de l'aspect médiatique, il y a aussi eu des conséquences, je dirais, diplomatiques, géopolitiques, politiques. Il y a d'autres personnes que les médias qui ont eu le livre. La Fondation Jaurès, avec qui on a publié le bouquin, a envoyé 500 exemplaires à l'Assemblée. Que les parlementaires français ont reçu le livre. Qu'ils aiment ou pas le football, qu'ils en débattent ou pas, peu importe. Ils ont le bouquin. Bon, bah c'est un travail de recherche et de proposition qui est intéressant. Et j'ai évidemment, on m'a répondu, c'était Marc Blondel au Guignol. Ça va péter, tu te souviens, Marc Blondel? Bah, pas moi. Calice, Force ouvrière. Tout à fait. Blondel, voilà. Il a disparu depuis d'ailleurs, le pauvre. Ah oui, ça oui. Si vous voulez en savoir plus, vous achetez le bouquin Le foot va-t-il exploser aux éditions de l'Aube avec la Fondation Jean Jaurès. C'est incroyable dans le mois de mai le nombre de livres. Le nombre de livres tout court. C'est pour la Coupe du Monde. Ouais, mais sur ce sujet-là, il y a 10 ans, il y en avait quasiment. Ouais, ça intéresse aussi beaucoup les supporters, aux instants du mercato. Les trésoreries des clubs, ça intéresse beaucoup. Il y a un engouement pour les questions. Ah oui, ça a rendu fou tout le monde. Il y avait les gens qui, sans forcément comprendre les mécanismes du fair play financier, faisaient leurs petits calculs. Si on vend un tel, si on vend un tel, et bien sûr. Pierre, merci beaucoup d'être passé nous voir. Je sais pas ce que tu te souviens de Kevin Bacon. Ouais. C'est son grand frère. Toi, c'est Bacon et lui, c'est Bacon. Ouais, c'est ça. Ça monte d'un niveau, ça monte d'un cran. Il faut dire qu'entre 23h et minuit, c'est là qu'on est au top. C'est le pire. Voilà, c'est là que c'est là qu'en termes d'humour, t'es sûr que tu veux partir? On est au-dessus. Comment on peut empêcher de donner les chiffres du championnat d'Angleterre, d'Allemagne, du loto et d'Espagne, parce que les chiffres, sur les écarts entre le 4e et les autres? Alors tu peux les donner maintenant, t'as encore le temps? Non, on n'a pas le temps. Il paraît qu'on n'a pas le temps. Alors moi, je les donne pas. Exactement, parce qu'on va parler football et cinéma dans quelques instants. À tout de suite. Merci Pierre, à très vite dans l'after et à tout de suite.